Un témoignage pour quelqu'un qui est ici en salle, c'est M. Ahmed Abdoumer, qui est juste là. Parce que ce monsieur, il habite en Égypte, au Caire. Il a vu que la radicalisation en Égypte, c'était énorme. Donc ce qu'il a fait, une chose colossale, c'est qu'il a lu tous les programmes ce qui était enseigné dans la faculté islamique El-Azhar en Égypte. De lycée, collège, école, tout. Et quand il a vu ça, il a pris les bouquins. Il a intervenu ce matin. Merci. Donc, les gens, on est au courant, monsieur. Oui, donc en fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un message que je voudrais passer à les gens de l'éducation ici nationale, de voir ce qui était dit dans les écoles islamiques ou coraniques en France. Oui, il y a des écoles coraniques islamiques en France. Nous, on a un voisin de la qui est parti de Boulogne à Amiens parce qu'il voulait mettre ses enfants dans ces écoles-là. Et moi, le seul message que je voudrais dire, c'est qu'il faut que Najat Belkacem, peu importe qui voit tous ces bouquins-là, qu'est-ce que c'est enseigné. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de dégâts dans ces bouquins. Merci. Merci bien. Merci. Je crois que ce sont les questions. D'accord. On aimerait bien, s'il vous plaît, une question qui reste sur la thématique et pas une conférence, et vous adressez à l'orateur que vous aurez choisi. Donc, monsieur, et puis après, à vous, à droite, il n'y a pas de souci. Merci. Appuyez sur le bouton. Farid nous a parlé de sa radicalisation, mais très peu sur sa déradicalisation. Comment ça s'est passé? Merci pour cette question qui m'a été posée une centaine de fois et à laquelle à chaque fois je rajoute quelque chose. Donc pour éviter de faire une réponse fleuve, je vous dirais que quand on aborde cette question-là avec moi, on me parle souvent de déclic. Quel a été le déclic? Et je dis toujours que ce n'est pas un déclic, c'est un long processus. Alors je ne sais pas s'il faut parler de déradicalisation. Moi je parlerais plutôt de quelqu'un qui a essayé de retrouver la cohérence qui était si chère à ses yeux. Et je l'ai fait d'abord grâce à l'éducation que j'ai pu recevoir de la part de mes parents, qui est une éducation la plus simple du monde et que j'ai remis en question à l'époque en disant à ma mère, puisque mon père est décédé alors que je n'avais que 12 ans, je lui dis que l'islam qu'elle pratiquait était un islam dévoyé, que le véritable islam était celui que j'incarnais. Sauf que c'est mal connaître ma mère que de croire que je pouvais m'adresser à elle comme ça sans qu'il y ait en retour une réponse des plus cinglantes sous forme de dicton arabe. Elle m'a dit ce qui traduit très rapidement pourrait signifier: penses-tu qu'il suffit de passer une nuit avec les batraciens pour te prendre pour une grenouille? Donc elle me faisait comprendre par là qu'il fallait que je grandisse un peu, que je chemine avant même de pouvoir avoir quelques prétentions que ce soit. Donc il y a cette famille qui est présente dans mon esprit malgré tout, donc elle est là et c'est ce qui permet de ne pas perdre pied. Deuxième élément extrêmement important, j'ai eu encore grâce à ma maman la possibilité de réintégrer un cursus scolaire alors que j'étais en plein échec et je me suis retrouvé à faire des études de sociologie. Je ne vous parlerai pas des méandres par lesquels je suis passé, mais bon voilà. Sociologie qui est une science bien entendu détestée par les frères musulmans puisqu'elle est la science de l'Occident, celle des juifs et des athées matérialistes. Et pourtant, je suis allé faire de la sociologie. Alors bien entendu, au départ, il a fallu que je me mette à lire, chose que je n'avais en tout cas en très petite quantité que peu exercer. C'est un élément important. Hier, aux lycéens, je leur ai posé la question, je leur ai dit qui peut me dire la dernière fois qu'il a lu un livre entier? Sur 150 lycéens, aucun était capable de me dire qu'il avait lu un livre en entier. Il y en a même un qui m'a dit non, pas exagérer, pas entièrement. C'est-à-dire que pour eux, non mais moi personnellement, je leur ai dit que c'était un drame dont ils n'avaient pas conscience. Et je crois que chez beaucoup, le drame, c'est de ne pas avoir la science de leur malheur.
de ne pas être au courant qu'ils vivent quelque chose de triste et de malheureux. Donc j'ai fait de la sociologie, le premier pavé auquel j'ai dû m'attaquer, c'était le suicide de Durkheim. Autant vous dire que j'ai eu des envies de suicide très très rapides, parce que c'est pas un bouquin facile à lire. Et voilà, donc les études et la lecture qui m'ont ouvert sur un autre monde, mais là, je terminerai là-dessus parce qu'il y aurait plein d'autres choses à évoquer. Tout à l'heure, Saïd parlait du monde que nous pourrions construire, faire société ensemble. Je crois que l'altérité a joué aussi un rôle. Il parlait des bonnes sœurs. Moi, je vous parlerai de quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est athée, libertaire, franc-maçon, et qui est mon metteur en scène aujourd'hui, qui s'appelle Thierry Maillard, qui il y a quelques années, alors que j'étais encore dans le monde des frères musulmans, a accepté de venir encadrer un atelier théâtre chez nous. Il a fait ce pas, il a accepté de venir contre vents et marées, c'est-à-dire que ses amis lui ont tous dit « mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces 5000 ?» Et pour lui, l'éducation populaire, le fait de transmettre la culture, eh bien c'est tout le sens qu'il lui donnait en venant chez nous, en disant que si on ne va pas là-bas, eh bien c'est sans doute empêcher ou ne pas favoriser la possibilité pour ces jeunes de découvrir cela. Et ce sont ces moments-là, simples, où des gens viennent debout, tels qu'ils sont, parce qu'il ne s'est jamais laissé faire, il n'a jamais courbé les chiens, il est venu, il nous a montré qui il était. Donc ce sont des éléments qui vous marquent dans votre existence, et puis je crois que je suis un artiste dans l'âme, je me suis éteint chez les frères musulmans, je crois que j'avais envie de me rallumer et de voir un peu la lumière, c'est sans doute aussi pour ça que j'en suis sorti. Voilà pour vous dire juste quelques éléments, mais il y en aurait plein d'autres, ce serait peut-être un peu long. Je vous invite, si vous le souhaitez, à lire Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, ça augmentera peut-être un petit peu le nombre de ventes et un petit peu mon portefeuille. Je plaisante. Merci. Bon, vous avez bien retenu le nom du livre. Autre question? C'est une question peut-être pour Madame Huller. Y a-t-il une différence de nature entre les jeunes gens qui prennent un fusil à tir rapide aux États-Unis, à Columbine par exemple, et massacrent leurs camarades de classe ou d'université, et ces jeunes gens qui prennent des fusils à tir rapide et qui tuent au Bataclan ou ailleurs? Est-ce qu'il y a une différence de nature ou est-ce que c'est le même traitement ou la même cause dans les deux cas? Merci. Merci de m'adresser une question monumentale. Je ne peux pas répondre, c'est-à-dire, sans doute avez-vous vous-même l'intuition que sans doute il n'y a pas grande différence. Moi, je ne peux pas répondre sur une question comme ça, parce que le mouvement de mon interrogation, c'était comment faisons-nous comme éducateurs pour rentrer en interaction respectueuse, c'est-à-dire en supposant pas que c'est une pathologie, et puis en même temps en essayant d'interagir en transformation mutuelle. Mais si je peux me permettre, je ferai juste un pas de côté, en prenant un autre terrain de réflexion qui me tient à cœur, c'est le problème des générations. Et là, je vous réponds avec des... Je ne sais pas, mais pour autant, voilà comment j'y réfléchis. Il y a quelque chose qui nous manque dans notre société, c'est de travailler le passage des générations. Il y a un de vos collègues sociologues, Karl Mannheim, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le problème des générations ». C'est-à-dire, on sait qu'il existe des rituels de passage dans certains univers, je ne vais pas m'amuser à les caractériser, mais nous, en tout cas, on n'en a plus. Les sociétés sécularisées occidentales, qu'il y ait ou pas la religion. La religion, on en a sans doute, mais en tout cas, globalement, on n'en a plus. Donc on n'a pas ce choc entre la génération existante et la génération montante, qui est un choc de cruauté respective. La génération montante, je regrette, c'est voir arriver une jeune génération, c'est se faire renvoyer une image très difficile à travailler. Et la jeune génération qui monte, elle peut être sans pitié. Et en retour, la génération qui est en place peut être sans pitié pour la jeune génération. Et je pense que ce phénomène anthropologique profond demanderait à être travaillé. Et peut être quelque chose qui sous-tend, mais pas qui explique, mais qui sous-tend des passages à l'âme, des effondrements, des taux de chômage de jeunesse absolument inexplicables, des obsessions de faire de l'insertion avec des jeunes comme si c'était la seule chose qu'on pouvait leur proposer, au lieu de discuter avec eux pendant des heures sur l'existence de Dieu, le sens du monde. Ce serait beaucoup plus intéressant et même beaucoup plus gratifiant pour les éducateurs que l'insertion. Je suis désolée de refuser le pragmatisme des fois.
enfants. Voilà, c'est vers ces pistes-là que j'irai, mais vous voyez bien qu'elles sont très lointaines, indirectes, et que je ne peux pas... Après, il faudrait que j'aille en psychologie, mais ce n'est pas mon métier. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai des collègues psychanalystes, je sais qu'ils auraient des choses à vous dire, mais moi, ce n'est pas mon métier. Donc, je ne peux pas... Vraiment, je suis désolée de vous frustrer, de ne pas répondre à vos attentes. Voilà. Alors moi j'aimerais poser une question à Amourad, c'est ça? Alors j'aimerais ça, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais j'aimerais savoir si à un moment donné vous avez perdu la foi dans toutes les épreuves que vous avez vécues et si aujourd'hui vous êtes toujours croyant. Oui, très bonne question. Oui, je vais répondre volontiers. Alors je vous le dis, avant de mon départ, je n'étais pas très pratiquant. Mais alors je dois aux Américains, mais j'ai jamais autant étudié l'islam qu'à Guantanamo. J'ai d'ailleurs eu pour ces lectures le Coran pendant pratiquement la durée de ma détention. Donc je suis plus pratiquant aujourd'hui, pas plus mais plus. C'est-à-dire que j'aime bien, je lis régulièrement le Coran, je suis plus assidu à la mosquée par exemple, ce qui n'était pas mon cas avant mon départ. Alors moi la religion personnellement m'a apaisé. C'est vrai que souvent on nourrit l'idée que la religion serait toxique, c'est pas mon point de vue. C'est-à-dire que je pense que plus on en sait et plus on a des outils justement pour ne pas tomber dans l'extrémisme ou quoi. Donc oui, je suis plus pratiquant aujourd'hui. J'ai eu mes moments de colère et de haine aussi, comme tout le monde, c'est normal, dans les conditions dans lesquelles j'ai été détenu. Mais j'ai essayé de prendre du recul, ça n'a pas été toujours facile. Je vais vous donner je vais finir juste avec ça comme anecdote, c'est que j'ai pu discuter avec des gardiens, par exemple à Guantanamo, qui m'expliquaient leur situation, ce qu'ils avaient pu vivre ou ressentir le jour du 11 septembre, ils s'étaient engagés dans l'armée pour défendre leur patrie, et qu'une fois arrivés sur place à Guantanamo, parce qu'on les avait envoyés là-bas, on leur a dit attention, là-bas il y a des guerres de terroristes. Et donc en discutant avec eux, en tout cas avec ceux qui le voulaient bien, ils me disaient Mourad, je vois bien que tu n'es pas un terroriste, même si dans l'histoire elle est un peu louche. Je pense que le traitement qui t'a été réservé est indigne de mon armée. Et donc, quand je vais rentrer aux États-Unis, je vais raconter ce que tu as vécu. Je vais raconter que pour moi, c'est pas juste. Et en effet, il y a beaucoup de choses qu'on a su sur ce qui a pu se passer à Guantanamo. C'est des gardiens qui sont racontés. Il y a même des photos que je vous ai montrées qui ont fuité par l'intermédiaire de gardiens. Et donc, comme eux faisaient l'effort de me comprendre, ça me donnait aussi envie de faire l'effort de les comprendre. Donc, dans ce contexte, on a plus de facilité, en tout cas, à ne pas voir les choses de façon manichéiste. Voilà. Oui, madame. Vous, la blonde aux yeux bleus, je vous ai repéré. Hein. D'accord, sauf que les miens sont blancs et marrons. Alors, je voudrais vous demander, Isabelle, tout en sachant que vous êtes philosophe et pas psychologue, mais comme vous dites que vous travaillez avec les psychologues, est-ce qu'il y a un profil clinique qui a été retenu par rapport aux jeunes qui se font radicaliser? Et est-ce qu'il y a aussi une différence au niveau de la personnalité de ceux qui sont déradicalisés? C'est-à-dire que, est-ce que c'est plus facile en fonction de tel profil que de tel autre? Est-ce que dans vos recherches, vous avez retenu ça, vos collègues psychologues en ont parlé? Peut-être, si vous me permettez, je vais encore vous dire que je ne sais pas. Et ce n'est pas une élégance de principe. D'abord, je pense qu'il y a peut-être aussi avec moi des gens qui peuvent en parler mieux que moi. Et les psychanalystes avec lesquels je travaille, ou les psychologues avec lesquels je travaille, sont des gens qui n'abordent pas ces situations avec des profils psychopathologiques ou un souci de... Je comprends qu'on puisse en rechercher, hein, mais je travaille en co-citoyenneté. Et donc, je m'adresse, je suis avec des gens qui cherchent à s'adresser en dialogue, comme Aristote dans l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire de concitoyens. Je me limite à ce registre. Donc, je vais m'excuser de me frustrer également. Il en existe, vous pouvez lire certains ouvrages, notamment quelqu'un qui travaille sur les adolescents, justement, les adolescents djihadistes, si ça vous intéresse, ou Fethullah Gulen qui travaille d'un point de vue
psychanalytique, mais pour ce qui me concerne, je préfère déjà